Bienvenue à tous, très content de vous avoir à cette classe. Comme disait Gérard, je suis Jean-François Devineau, le chef pâtissier glacier de la maison Radish Fruits depuis 29 années. Donc voilà, et mon expertise se fait beaucoup sur la glace, comme le disait Gérald. J'ai commencé d'abord quand j'avais mon entreprise. Je suis compagnon du Tour de France, donc après j'ai ouvert une entreprise à 23 ans et pendant 5 ans, j'ai fait une activité de pâtissier et la glace fonctionnait très bien. Et je me suis intéressé donc sur la technologie avec un de mes maîtres qui est compagnon comme moi, qui est Mauve Glacier, qui m'a appris les calculations des tables analytiques, tout ça. Donc je me suis un petit peu approfondi dans ça. Et quand j'ai vendu mon affaire, je vendais plus de glace que de pâtisserie. Or, c'est un clin d'œil à un gâteau, à une tarte américaine qui s'appelle le Key Lime Pie. Key Lime Pie, c'est une tarte citron américaine faite avec une purée de key lime. Et ce key lime est un citron vert avec moins d'agressivité qu'un citron vert classique. Il a communément son origine, c'est le citron vert de Tahiti. Il est cultivé au Mexique. L'appellation est citron vert de Tahiti, donc ça peut être... si vous vendez ce sorbet, vous avez très bien le droit de dire que vous faites un sorbet à base de citron vert de Tahiti. C'est tout à fait légal. Ça fait partie de l'origine du fruit. Et ce citron est vraiment intéressant parce qu'il a la puissance du citron vert sans l'agressivité de l'hyperacidité. Donc vous verrez tout à l'heure quand vous goûterez, c'est extrêmement intéressant. Donc là, je vais commencer par la première fabrication qui est le crémeux citron key lime. Donc la recette est extrêmement simple, vous allez voir. On va utiliser, si vous voulez, c'est la base du Key Lime Pie qui existe aux États-Unis. C'est vraiment intéressant, c'est crémeux, sauf qu'il y a une phase de cuisson avec la tarte. Voilà. Donc là, comme je n'ai pas une cuisson avec ma pâte à tarte, je fais la cuisson en casserole. Voilà. Je fais un mélange avec le lait concentré. Un mélange avec les jaunes et donc le lait concentré qui est sucré, donc on ne rajoute pas de sucre évidemment. Donc les jaunes et la purée de key lime. Et comme la purée de key lime a un pH bas, donc on ne parle pas d'acidité, là on parle du pH, on est sur un pH à 3 à peu près. Donc ça va créer une réaction où les jaunes vont coaguler automatiquement. Donc là, elle est quasiment en texture, je dirais, avant de la cuire. Et après, je la repasse au four pour pouvoir un petit peu finir de la cuire, la texturer définitivement. Et après, comment dirais-je ? Et après, donc, je la laisse refroidir et je fais un décor. Là, vous verrez, c'est une meringue dessucrée. Donc, il n'y a pas de sucre dans notre meringue. Il y a juste du sucre inverti, du glucose et de la purée de fruits. Et vous allez voir, tout à l'heure, on vous la fera goûter. Donc moi, je l'utilise même pour la cuire, cette meringue. Par exemple, là, je fais une classe dans le nord de la France la semaine prochaine. Et je ferai des vacherins avec cette meringue dessucrée que vous goûterez. Voilà. Donc on peut l'utiliser en pavlova, on peut l'utiliser crue, on peut l'utiliser cuite. Et vraiment très très bien. Le fait de mélanger tout ça, ça coagule déjà la crème. On a comme si on avait une crème texture lait concentré. Voilà. Donc là, je vais cuire à 65 degrés. Et quand on cuit à 65, il est important d'utiliser plutôt, je dis bien plutôt, des jaunes pasteurisés. Donc l'avantage d'utiliser du lait concentré pour faire un crémeux glacé, c'est qu'on l'aura à moins 9, ce qui est la dégustation d'un gâteau glacé à cœur, moins 9 à cœur, c'est qu'on aura un crémeux qui sera très fondant, quoi. Voilà.
Donc on n'aura pas quelque chose qui réside ou qui est cristallisant à la bouche, quoi. Donc une fois le crémeux terminé, je mettrai en route le sorbet key lime. Donc j'ai préparé tous mes mix ce matin, de façon à ce que vous n'ayez pas à attendre ni à voir la préparation d'un mix neutre. La seule règle que je vous expliquerai, c'est qu'on ne mélange jamais à l'avance une purée de fruits avec un sirop. Si on la mélange à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Le pH du fruit va créer une invertose et votre saccharose du sirop va se transformer en sucre inverti. Donc ça vous fait après des sirops, des sorbets qui coulent, des sorbets qui changent en texture, des sorbets qui font du sirop et des sorbets qui changent le goût du sorbet. Voilà. Par exemple, si vous mélangez une purée un sorbet pêche, donc vous le mélangez à l'avance et que vous le turbinez et que dans le temps vous le testez au congélateur, ben ça va prendre un goût de melon. Voilà. Moi je me suis amusé à faire des tests comme ça pour voir les réactions que ça donnait. Ça donne des melons, ça donne des sorbets chewing-gum. Et donc, c'est pas des textures agréables ni des goûts agréables que cherche le consommateur. Donc, attention à ne jamais mélanger les purées à l'avance. Voilà, donc je vais faire mes inserts, je vais couler mes inserts dans des moules à bûches comme ça. Alors ça, c'est une plaque Silicomat que j'ai coupée en deux. Voilà, normalement, il y a 4 boudins comme ça. Mais par praticité pour mes démos, un coup de ciseau dedans, c'est facile. Pour faire une recette comme je ne fais pas de la production. Donc, je vais verser mon crémeux. Et je vais le passer au surgélateur, en cellule de surgélation. Ouais. Alors l'idéal, je dis bien l'idéal, là je le fais un peu rapidement, mais l'idéal pour éviter, vous savez, qu'il y ait une condensation, je vais le laisser refroidir au frigo et après mis en cellule. Pourquoi? Parce que si jamais vous le mettez en cellule de surgélation immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer une couche de givre. Et comme on met là on va mettre un confit de clémentine de Corse, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut se décoller. Vous savez, quand vous faites des inserts en intérieur, des fois vous voyez le gâteau se déstructure, c'est tout simplement parce que ça a pris le givre. Donc quand vous faites des inserts, des choses comme ça, il faut toujours d'abord refroidir avant de surgeler. Si vous mettez quelque chose de trop chaud sur gel, ben vous allez créer une condensation et le produit va se décomposer. Enfin, va pas adhérer à votre mousse, même si la mousse est liquide ou ce que vous voulez. Voilà. Je sais pas, vous avez peut-être vu des fois ces genres de phénomènes, donc ça vient de là. Alors pendant que ça va refroidir, et avant de faire le confit clémentine de Corse, je vais vous fabriquer donc le sorbet key lime. Alors dans le sorbet key lime, il y a une chose que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser si vous avez regardé la recette. Donc j'utilise ce qu'on appelle de la fibre d'acacia, pas de l'inuline. L'inuline, c'est pas bon pour les sorbets. C'est bien pour faire des fabrications style crémeux, des choses comme ça, et pas pour les sorbets parce que ça vous alourdit les sorbets. Là, j'utilise une fibre végétale d'acacia, donc ce qu'on appelle plus communément la gomme arabique. Et au lieu de l'avoir, vous savez, en bonbon, vous savez, elle existe aussi en poudre. Donc la gomme arabique, c'est de la poudre d'acacia.
c'est de la fibre d'acacia. Alors, quel est son avantage? Puisque maintenant, avant, dans les sorbets citrus, on mettait de la poudre de lait, des choses comme ça, 0%. Alors, c'est complètement prohibé pour les consommateurs parce que les consommateurs qui sont soit allergiques au lactose, soit véganes, ben, vous leur posez un problème. Sans qu'ils le sachent, puisque quand ils achètent un sorbet ou une glace, ils n'ont pas la composition, puisqu'il y a juste le parfum qui est énuméré. Donc, ça peut poser des problèmes si vous tombez sur quelqu'un de procédurier. Donc, pour éviter ça, on a travaillé sur des recettes véganes, 100% véganes. Et donc, la fibre végétale d'acacia est une fibre qui est comme la poudre de lait, qui a un pouvoir d'absorption qui est 100 fois son poids. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de fiable et d'efficace. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mon sirop qui a été fabriqué à l'avance. J'ai ma purée de key lime. Et donc là, j'ai plus qu'à faire les mélanges. Bien mixer avant de la mettre en machine. Ça, c'est important. Voilà. Il y a deux séquences qui sont importantes. Mixer quand votre sirop est prêt. Quand vous venez de le faire, vous le mixez pour finir d'affiner toutes les particules qui pourraient rester. Vous savez, on peut retrouver des petits morceaux éventuellement de glucose ou autre, et mixer avec la purée de fruits. Et aussitôt fait, donc ce que je vous disais tout à l'heure, sans attendre, il faut le verser dans la machine et le mettre à turbiner. Donc là, pour le confit, j'ai la purée clémentine de Corse pour compléter un petit peu ce mélange de confit. Alors, on fait une étape avec le glucose, une étape après avec le sucre et la pectine NH. Là, j'ai tous mes mélanges ensemble. Glucose atomisé, pectine NH et sucre. Et à 30 degrés, à peu près 30-40, je le verse dans ma purée et je lui donne une ébullition. Donc là, on est sur une... alors, je le fais en forme de bûche, mais on pourrait le faire en entremets glacé, évidemment. Tout ce qui est faisable en bûche est faisable en entremets et vice-versa. Et en chose importante, là, on est sur quelque chose 100% agrumes. Voilà. Donc, c'était le but. Je sais que y a des gens qui sont fans de l'agrume. D'autres après, la deuxième bûche sera plus classique sur un mélange framboise-noisette. Donc, ça marie très bien. Donc là, on sera sur une autre approche. Voilà, donc là, j'ai mon mélange qui est prêt. Je vais le laisser légèrement refroidir. Pendant ce temps-là, le sorbet est en train de se faire. Et comme il y a une masse, on est obligé d'attendre un petit peu. Je vais refroidir un petit peu le confit. Et l'avantage de cette clémentine de Corse, c'est qu'on a la pulpe avec. Donc vous retrouvez les petits morceaux, il y a un peu de peau, un tout petit peu de peau pour zester un peu et puis avoir un côté légèrement amer mais sans exagérer et donner du caractère à clémentine également. Donc là on est vraiment sur un produit, puis c'est un produit IGP. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc je vais laisser la cellule continuer. Pendant ce temps-là, je vais mettre un récipient au congélateur de façon à ce que je puisse récolter le sorbet clémentine de Corse. Donc pour faire le montage de la bûche, je vais vous parler du glaçage, le glaçage que j'ai fait aussi à base de clémentine de Corse qui servira à la bûche. C'est un glaçage qui ressemble à ça, donc il est moins collé en pectine que si on faisait un glaçage pour entremets, parce qu'il va se suffire en congélation. Il ne coulera pas s'il est en congélation. Alors que là, si on l'utilisait pour un entremets classique, évidemment, il va coller parce que la pectine n'est pas assez forte. Donc la recette que vous avez correspond à un entremets glacé, pas à un entremets pâtissier. Si vous voulez faire le même glaçage, vous montez en pectine NH. Voilà, ça c'est important. Donc ce glaçage, on peut l'utiliser soit à la tombée, soit en pulvérisation. Donc il va très bien en pulvérisation.
surtout les glaçages agrumes comme ça, c'est vraiment une particularité. Quand vous faites un glaçage framboise, le glaçage framboise servira pour l'autre bûche et un peu plus épais. Donc quand c'est comme ça, il faut le chauffer à 50 degrés à peu près pour le pulvériser. Autrement, vous ne serez pas assez liquide pour le passer dans le pistolet. Pour le montage de la bûche, j'utilise un produit comme ça. Donc un moule avec tout habillé. Hein, ça fait c'est des moules à peu près de 25 cm, 25-28 cm. Et ça me permet d'avoir des bûches bien au cordeau. Alors pendant que je vous parle, le sorbet est en train de prendre forme. Voilà, donc mon produit est prêt. J'arrive... donc ce que je vais faire, je vais l'extraire et je vais simplement la faire tourner 2 minutes, comme se dit, 30 secondes, pour qu'elle puisse un petit peu s'oxygéner. Voilà, et après vous verrez. Et là, si vous faites des sorbets agrumes, vous allez voir, c'est une texture vraiment crémeuse. C'est pas un truc lourd. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et l'inuline, moi j'ai fait de l'essai avec de l'inuline. Le problème, c'est une fibre de chicorée. Et la fibre de chicorée est sucrée. Donc ça vous rajoutez du sucre. Ça va vous rajouter, donc ça vous épaissir. Et puis c'est un petit peu une texture de dextrose. Donc ça va pas vous faire foisonner le produit, ça va vous l'alourdir. Ouais. Ouais. Voilà, donc là, j'ai un sorbet qui est très crémeux, qui va pouvoir se pocher facilement. Et donc, quand je garnis des entremets glacés, je garnis toujours à la poche. Pourquoi ? Parce que la poche a tendance à faire une pression et si on le garnit à la palette ou on fait un chemisage à la cuillère, on a tendance à avoir plus de trous que quand on le fait à la poche. Donc là, je vais les passer légèrement au congélateur. Et donc, ce que je vais faire, je vais commencer par faire ma garniture. Donc, je commence sur la base, en appuyant, et après, je remonte sur chaque côté. Voilà. Donc après, ce que je fais, je vais prendre un insert que j'avais préparé. Voilà, donc vous avez le confit clémentine de Corse au milieu. J'ai soudé les deux. Donc important de ne pas le garnir jusqu'en haut. Et si vous regardez, vous avez le confit bien au milieu. Voilà, et donc après, j'ai plus qu'à l'insérer dans ma bûche. J'appuie pour avoir un niveau bien régulier. Et je termine, je garnis avec le restant de sorbet. Voilà. Et donc, comme la bûche va reposer sur un sablé hollandais, donc c'est un sablé qui tient bien à la congélation, hein. Il est très riche en extrait sec. Donc, j'ai simplement à lisser ma bûche. Et la remettre au surgélateur. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à démouler et le déposer sur le sablé. Voilà.
après l'avoir glacé. Donc on va passer au cache-noisette. Donc c'est une bûche qui est faite sur une base de sorbet framboise, parfait noisette avec des amandes caramélisées dedans. Donc je vais mettre à tourner le parfait noisette, la crème qui est mélangée avec la pâte de noisette. Je mélange les deux ensemble. Donc je monte en crème montée avec la pâte de noisette. Ça me permet d'avoir une... j'ai pesé ça tout à l'heure. Donc vous voyez la pâte de noisette avec. Et la crème, donc je vais le mettre à monter ensemble. Pendant que ce produit monte en association, je vais caraméliser les amandes avec le sucre. Donc des amandes hachées. Pourquoi j'ai pris des amandes plutôt que des noisettes hachées? C'est pour un petit peu jouer un contraste entre... ça faisait noisette sur noisette, ça aurait été un petit peu trop insistant. Là, je veux apporter du croustillant sans aller chercher une surpuissance de noisette. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc là, je mets à battre la crème avec la pâte de noisette. Là, j'ai mon mélange. Hier, j'avais torréfié les amandes au four. Donc là, j'ai mélangé avec le sucre. Je vais les caraméliser à sec dans une casserole. Et après, je les ferai refroidir tranquillement sur une grille avec un papier cuisson. Merci. Non. Oui. Alors, c'est très simple hein, quand on a... Alors moi, ce que j'aime bien quand je fais ça, soit je torréfie les amandes et sorti du four, je mélange avec le sucre et en 2 temps 3 mouvements, c'est caramélisé parce que la chaleur des amandes accentue la fonte du sucre. Bon là, voilà. J'ai fabriqué une petite quantité, donc, et puis je ne voulais pas faire fondre le four parce qu'il est un peu bruyant. Ça suffit avec la cellule. Alors là, c'est une méthode parmi tant d'autres. On peut le faire aussi avec un sirop, là, qui caramélise avec un sirop. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Hein, C'est en fonction un petit peu de son affinité avec son fait. Si on le fait avec un sirop, il faut simplement le faire avec un sirop lourd. Donc 2 tiers de sucre pour 1 tiers d'eau. Et on fait la même méthode parce que la caramélisation se fera dans les mêmes circonstances. Voilà, donc quand je suis arrivé à la couleur voulue, voilà, un brun clair, je n'ai plus qu'à l'étaler sur la plaque. Pas gris, pardon. Mettre ça à blanc, ça tue. Pardon. Et je vais les faire refroidir. Là, ça va vite refroidir parce qu'il y a une petite quantité. Donc, le temps que je termine le parfait, nous aurons le même timing. Alors là, j'ai fait un rinçage de précaution. J'aurais très bien pu turbiner après en suivant la framboise parce que la framboise avec un restant de sorbet key lime, c'est pas gênant, c'est de l'acide. Donc ça va accentuer un petit peu le parfum de la framboise. Mais bon, là, je voulais vous faire découvrir un test original de la framboise. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus long que si je montais une crème classique. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut laisser tourner. Ça va, dans tous les cas, on va arriver
je dirais, à une texture. Et surtout que, vous allez voir, quand je sors ma crème, je la sors quasiment liquide. Je ne la monte pas, je ne la sers pas comme une crème chantilly. Pourquoi? Parce que si je le fais, et vous le verrez dans la dégustation, si je le montais comme une crème, je dirais chantilly, voire plus, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver un côté granuleux quand on va goûter le parfait. Donc, c'est pas agréable. Et puis, c'est pas le but puisque j'ai mélangé ma pâte de noisette avec. Donc, je vais avoir quelque chose de hyper soyeux. Donc, je monte sur un volume, mais quasiment liquide. Donc là, pendant ce temps-là, je vais vérifier si... Donc là, la cellule est en forme aujourd'hui. Donc là, je vais pouvoir couler le confit clémentine de Corse sur la base. Vous voyez, le fait de le refroidir, ça a commencé un petit peu à le solidifier un peu. Là, ça lui donne une confiture, une texture un peu glaçage, gelé. Donc après, j'ai plus qu'à mettre mon ensemble au congélateur. Vous voyez, le fait de l'avoir versé sur quelque chose de froid, il est quasiment figé. Donc quand c'est comme ça, j'attends un petit peu. Et avant qu'il fige en grand froid, je décolle les deux et je les colle les uns contre les autres. Et ça me fait ce que vous avez vu, un genre de sandwich, quoi, que je mets en insert après dans la bouche. Donc là, j'arrive sur, justement, j'ai ma crème qui commence à être cloisonnée. Alors, comment je le vois? Je le vois par rapport aux marques du fouet. Quand on voit les marques du fouet, que ce soit une crème pour les mousses ou quoi, quand c'est des mousses, elle est aussi liquide aussi. Quand c'est des mousses glacées, c'est pareil. Donc c'est toujours, parce qu'après, quand je fais des mousses en général, en pâtisserie, c'est un mélange de meringue et crème. Pour avoir un goût plus important, pour avoir quelque chose de moins lourd, moins épais. Et donc les textures sont toujours les mêmes. Voilà, c'est toujours des textures... Et ça, je l'ai appris avec Frédéric Beau à l'époque, chez Valrhona, parce que quand je donnais mes cours, j'étais pas du tout dans les bons mélanges, etc. Et c'est lui qui m'a un petit peu affiné dans toutes ces techniques, quoi. Voilà. Donc vous allez voir, ça c'est assez surprenant. Vous allez voir, hein, je vais le verser expressément. Vous voyez? Alors c'est surprenant, et le volume est là. Quand si vous montez une crème et que vous allez la serrer un petit peu plus, elle ne sera jamais plus haute. Vous comprenez le sens? On ne sera jamais au-dessus. Là, on est sur le volume maximum du foisonnement. Donc là, en attendant, je le remets au frigo. Et je vais commencer mon parfait, donc ma pâte à bombe que je vais cuire en casserole. Alors là, je fais une demi-recette. Donc je vais mettre la moitié en jaune. Donc là, c'est pareil. Je vais le monter à 65 degrés. Merci beaucoup. Je vais le monter à 65 degrés et je le terminerai au batteur en le refroidissant. Donc voilà, ce que je fais au départ, je mélange bien mon sucre inverti avec les jaunes. Une fois que ça a démarré, je vais prendre la spatule et je vais terminer de monter avec la spatule pour pas agresser le produit et pour aller bien le chercher partout, pour éviter, surtout que c'est une petite quantité, pour éviter de faire brûler parce que le fouet ne va pas partout.
Donc je fais comme si je faisais une crème anglaise. Vous voyez là, bon, bien sûr c'est une plaque à induction, mais vous avez vu un petit peu comme ça culotte très 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 rapidement. Alors imaginez si j'étais monté à 20 degrés de plus. Là, ça aurait fait une petite couche comme ça. Donc là, ce que je vais faire, et vous allez voir, hein, ça fait une... alors, on a la méthode aussi avec le sirop style meringue italienne. Donc, c'est-à-dire, on fait un sirop à 118 degrés que l'on va pocher sur les jaunes. Et le sucre averti, jamais faire bouillir un sucre averti parce qu'il perd toutes ses valeurs. Donc un sucre averti, on le met toujours en incorporation à côté. Là, tout à l'heure, quand on va faire la meringue désucrée, pour la meringue désucrée, je vais mettre mes blancs avec mon sucre averti. Et je verserai le glucose bouillant avec la purée de fruits sur le mélange sucre averti. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais le glucose est bouillant, mais le temps que je le verse, il perd de la chaleur. Donc on n'ébouillante pas le sucre averti. Là, je l'accélère un peu pour qu'on puisse rattraper du temps. Donc, je redonnerai juste un petit coup de fouet après, de façon à lui redonner un petit peu la remontée, parce qu'une crème qui reste au frigo, elle retombe toujours un petit peu malheureusement. Donc, je vais la ravigorer un petit peu. Là, j'ai mes amandes qui sont froides. Je vais pouvoir les mélanger. Alors, pensez toujours à bien les reprendre, parce que même en les caramélisant, comme ça, elles font des petits morceaux, des petits blocs. Et moi, je fais une coupe glacée où je fais avec une nougatine chocolat, donc avec quelque chose comme ça. Et ce que vous avez vu, la méthode que je fais, il y a le poulet avec, ouais, super. La méthode que je fais, vous savez, quand j'ai fini de caraméliser, je mets mon chocolat directement dedans, je le sable, j'enrobe et après je le verse comme ça, mais c'est enrobé de chocolat. Voilà. Et ça marche super bien. Donc, ça vous fait une petite nougatine amande chocolat caramélisée. Alors, voilà, elle n'est pas trop retombée. Je vais vérifier la chaleur. Là, on est bon, comme c'est une petite quantité, ça refroidit vite. Je vais mélanger avec ma pâte à bonde. Et après, je terminerai avec les amandes caramélisées dedans. Donc là, quand on fait l'incorporation des deux produits, évidemment, on ne mélange pas au feu, on mélange avec une maryse. Et comme pour le crémeux key lime, je vais garnir sur une base d'insert comme tout à l'heure. Ça, c'est des inserts qui sont pratiques à utiliser. Ils sont abordables.
puisque c'est vendu en plaque 60-40. Donc, et puis on fait pas mal de garnitures avec. Voilà, donc là je garnis. Toujours pareil, je garnis pas jusqu'en haut parce que comme je fais une jointure après, si je vais jusqu'en haut avec la sauce framboise et le reste, on n'arrivera pas à une texture correcte, quoi. Voilà. Voilà, et donc là je remets en cellule tranquillement. Donc, on va faire le montage de la bûche. En attendant, je vais mettre le sorbet framboise comme tout à l'heure à tourner. Et donc, comme tout à l'heure, le sirop d'un côté, la purée de l'autre, mixés ensemble. Et l'affaire est faite. Voilà, donc j'ai mis le sorbet framboise à tourner. Pendant ce temps-là, je vais préparer, comme tout à l'heure, je vais préparer donc la bûche. Donc vous voyez, au moment où je mets le sorbet à tourner, je prépare mon insert et là, je vais le faire en forme de diamant. Donc puisqu'il y a une forme diamant, donc là, ça sera en forme diamant. Et je vais la mettre un petit peu au surgélateur. Le temps que ça se fasse. Il ne faut pas trop le mettre à l'avance parce qu'on peut apporter une partie givre, même si on le retourne, il y a toujours un givre qui arrive. Là, le fait de le mettre au congélateur, c'est qu'on va accrocher un petit peu par le froid. Donc quand je vais pocher, comme j'ai fait tout à l'heure, quand je vais pocher, ça ne va pas couler. Donc ça va rester suspendu sur les cavités. Et donc on a quelque chose de beaucoup plus net. Et tout à l'heure, donc on a 2 glaçages à base de purée de fruits, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez les recettes dans le livre. C'est exactement le même système que la fabrication du confit. C'est-à-dire, dans ma casserole, je vais mettre l'eau, la purée de fruits et le glucose liquide. Là, ce n'est pas du glucose atomisé, c'est du glucose, du sirop de glucose. Et d'un autre côté, je mélange ma pectine thermoréversible, la pectine NH. Je la mélange avec le sucre, de façon à la diluer comme un stabilisateur à glace. Et donc, pareil, je chauffe à 40 degrés. Je verse ce mélange sucre-pectine et je porte à ébullition ou je peux monter à 80 degrés. La pectine réagit à 80 degrés. Je le réserve et l'idéal, c'est de l'utiliser le lendemain. Parce que la pectine a pris ses positions. On a un glaçage qui est plus brillant et en même temps, on le filtre évidemment avant de l'utiliser. Et il accroche beaucoup mieux que si on le fait fraîchement. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est le glaçage que vous pouvez garder facilement 15 jours au frigo, quoi. Si c'est bien filmé au contact, dans des boîtes hermétiques, ça ne bouge pas. Voilà, donc dès que j'aurai terminé cet assemblage donc, de l'entremets de la bûche glacée numéro 2, on va faire les 2
sundae. Donc le premier, c'est donc tout est préparé à l'avance. Donc ça sera qu'un montage. Le premier, ça sera sorbet melon confit griotte avec un crumble coco. Et le deuxième, ça sera fraise basilic, sorbet fraise basilic avec une sauce fraise framboise et un crumble pistache. Voilà. Donc là, vous verrez, il y aura un petit montage. Il faut le consommer. Faut toujours, si le client le prend, attendre un petit peu ou le mettre au frigo. Une bûche glacée, par exemple, ou un gâteau glacé. La recommandation, c'est de clocher le produit, c'est-à-dire mettre une cloche en plastique ou ce que vous voulez. Et l'air froid circule autour. Et 1 heure après, vous pouvez le consommer. Le produit ne fond pas. Et le client consomme quelque chose vraiment à texture. Il n'y a pas le gros couteau là-bas. Alors, on peut faire soit, si on le garnit, comme tout à l'heure, j'ai garni à ras hier, donc on peut faire une garniture comme ça, en mono. Ou alors, comme je vous l'ai montré, soit on le fait en jumelage comme ça. Voilà, vous avez les deux possibilités. Donc là, je vais le remettre en cellule et je vais l'utiliser dès que j'aurai Alors, comme tout à l'heure, je prépare la poche avec la douille. Voilà, donc, comme tout à l'heure, je vais commencer à masquer la bûche. On n'est plus en Bretagne là-bas. Donc, je commence par le centre. Et après, j'appuie tout le long, comme ça. Alors, c'est pas bon pour le tournage, hein, mais... C'est comme dans des entraves glacées, il y a des tours de... Ouais, parce que vous le faites à la cuillère ou à la poche? Ouais. Vous n'appuyez pas assez. Ouais. Et après, donc, je mets la serre comme ça. J'appuie. Et je remets un peu de sorbet framboise. Alors là, je ne vais pas le lisser. Parce que après, je vais mettre un fondant noisette. Donc là, je mets juste une petite couche. Et avec la petite spatule, comme ça, je vais lisser. Tout en remontant sur les bords. Alors là, j'en ai peut-être pas mis assez, donc je vais... Hop. Et hop. Donc vous voyez, j'ai une petite cavité sur les bords, enfin sur l'intérieur, pardon. Et je le garde de façon à mettre mon fondant après. Ok. Alors pendant que je nettoie la machine, je vais préparer le troisième sorbet qui est le sorbet melon. J'ai choisi ce sorbet parce que c'est un sorbet je dirais, qui est compliqué à faire parce qu'il mousse beaucoup, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et dans la recette, vous avez un mélange glucose-dextrose. Donc, pour vous parler de la purée melon, avant, on travaillait sur un melon de Cavaillon. Ça s'appelle le melon Cantalou aussi, c'est une variété du sud-ouest.
Là, on travaille avec un melon charentais. Pourquoi? Parce qu'avant, le melon de Cavaillon avait tendance, c'est un melon qu'on appelle les melons de terre qui, quand ils sont à maturité, ils éclatent. On appelle ça le melon éclaté. Donc, il y avait des bactéries et des risques bactériologiques, etc. Et on pasteurisait. Et on perdait la qualité du goût du fruit. Là, on travaille sur un melon charentais qui, lui, ne se fissure pas en mûrissant. Et donc, on garde toute la qualité et le goût du melon. Donc, ce qu'on fait juste pour le melon, on fait une flash pasteurisation et pas une pasteurisation. Et là, on retrouve la couleur et le goût du melon. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va faire le premier montage. Donc, sundae sorbet melon avec coulis griotte. Alors, le coulis griotte, c'est simplement des griottes surgelées de chez nous que j'utilise en sachet de 1 kg et qui sont cuites avec du glucose. Donc, je les cuis un petit peu en réduction et à la fin, quand elles ont réduit un petit peu, je les transverse dans un cul de poule avec le sucre inverti qui est dedans et je les mixe. Voilà, et ça me fait le confit griotte, le coulis griotte. Donc on retrouve, pourquoi je fais ça? Parce que plutôt ça qu'une purée, parce qu'on retrouve des tout petits morceaux de griotte dedans, donc c'est agréable à la dégustation. Et à chaque fois, vous avez un sorbet ou une glace, un coulis ou un confit et un croustillant. Donc ça, ces gens, ils aiment bien, c'est ce qu'on retrouve, vous savez, dans les petits pots Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, etc. Donc là, fait par un artisan avec un produit sublimé, ça marche très très bien. Donc le sorbet melon, son coupe, il ne va pas tarder à sortir. Alors une chose importante, dans la recette vous avez un crumble, c'est pas un crumble pâtissier, c'est un crumble glacier. Alors pourquoi? Parce qu'il est plus riche en matière grasse. Et pourquoi plus riche en matière grasse? Pour garder le croustillant de votre crumble. La matière grasse est hermétique, je dirais, à l'humidité et donc permet d'isoler ce côté croustillant et d'avoir quelque chose quand vous allez manger votre crumble, il restera toujours croustillant. Il ne va pas ramollir des fois comme on peut le retrouver dans des pâtisseries ou autre. Voilà. Donc il est plus gras et c'est voulu. Donc là, quand je fais le crumble, je pétris tous les ingrédients. J'étale la pâte comme ça, sur une plaque. Je cuis et sorti de cuisson, je prends un triangle et je le casse à chaud. Et ça me fait des petits morceaux comme ça. Simplement. Donc pour avoir le deuxième point, pour avoir la forme de ce qu'on appelle le sundae, je vais prendre une douille cannelée. Alors, une douille cannelée ouverte, comme ça. De façon à ce qu'on voit le dressage du sorbet et en même temps le coulis qui va passer à travers. C'est bon, c'est l'efficiency qu'on a à faire.
On va faire la deuxième coupe, le deuxième sundae, qui sera le fraise basilic, coulis fraise framboise et crumble pistache. Et donc pour le coulis, j'ai mon mélange sirop avec sucre inverti. Donc vous voyez, on le voit, je l'ai fait exprès, on le voit le sucre inverti. Donc je vais le mélanger dans le petit litre. Proportion cured pour spice de framboise. Yep. Non, il y a 2 tiers de framboise pour 1 tiers de fraise. Donc là, après, j'ai plus qu'à mélanger l'ensemble. Et le sucre inverti fond naturellement avec en élément liquide, comme ça, en le mélangeant. Après, si vous faites une plus grosse quantité, vous mettez un coup de mixeur plongeant et ça va très bien aussi. Là, j'ai une petite quantité, donc si je mets le mixeur dedans, ça risque de me giquer à la figure. Il y en a qui va rigoler. Voilà, donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couler, je vais verser la sauce. Je vois que c'est pas tout à fait dilué, donc je remélange encore. Alors si j'avais fait qu'avec du fraise, déjà on aurait parfum sur parfum, mais on aurait une couleur un peu terne, parce que la fraise n'est pas aussi rouge que la framboise. Donc, comme c'est le même coulis que pour le parfait, donc je vais verser ce coulis sur le parfait noisette. Et là, comme je vais le coller, je n'ai pas besoin de le mettre sur les deux faces. Quand je le démoulerai, je le collerai sur la deuxième face. Voilà. Donc là, le sorbet fraise est prêt, donc je vais sortir de la machine. Et donc là, encore une fois, je le travaille un peu pour l'aérer. Là, vous voyez, quand elle remue comme ça, c'est qu'elle est en deuxième vitesse. Donc je laisse tourner une trentaine de secondes et puis après, je vais sortir le sorbet fraise et je vais faire comme tout à l'heure les garnitures.
Avant de terminer la bûche framboise, vous allez voir, le mélange que j'ai fait praliné, pâte de noisette, chocolat lait, chocolat noir, à température est liquide. Pourquoi ? Parce que moi je veux, quand vous avez goûté la bûche, qu'il y ait un côté pas qui éclate, mais quelque chose qui soit fondant en bouche. Vous savez que vous ne cassez pas les dents. Voilà, c'est ça. Donc si vous le mettiez par exemple en insert, un petit boudin comme ça, vous n'auriez pas un truc qui va vous casser les dents. Ça sera toujours très moelleux. Donc c'est pour ça que c'est un peu mou. Donc là, je fais fondre le chocolat, tout simplement. Après, je mélange praliné et pâte de noisette. Et après, j'ai plus qu'à le répartir sur la bûche. Et en mettre partout, sur toute l'épaisseur. Donc là, si j'ai, par exemple, je vais exagérer, mais si j'avais 1 centimètre d'épaisseur, ça ne serait pas gênant parce que ça ne serait pas dur. Vous voyez, ça ferait une bonne structure. Donc je m'en sers comme se met la bûche. Voilà. Donc avec le froid, elle fige quasiment en suivant. Je la remets au congélateur et tout à l'heure, je la démoulerai. Vous verrez, ça se démoule facilement et la partie aura bien durci. Alors, nous allons continuer notre petite séquence. Donc, on parlait tout à l'heure de la meringue désucrée. Donc, on va lancer le produit tout de suite. Ce qui est intéressant avec cette meringue désucrée, donc là, j'ai mis de la purée de fruits dedans. D'un côté, j'ai le glucose avec la purée de key lime. Et de l'autre, j'ai les blancs avec le sucre inverti. Ce qui est génial avec ça, et vous allez voir, hein, c'est vraiment, c'est un produit, c'est quelque chose qui est hyper rapide à faire. Et donc simplement, le temps, on prépare les blancs avec le sucre inverti que je mets dans le batteur. Et dans un autre côté, je vais faire bouillir le glucose avec le sucre avec la purée de fruits. Pardon. Donc là, j'installe le fouet. Donc quand j'arrive à une ébullition importante, je vais directement le verser sur le mélange ralenti des blancs. Je ne démarre pas mes blancs à l'avance. J'ai juste démarré un petit peu pour fouetter un petit peu le sucre inverti avec les blancs, mais jamais monter les blancs et verser le sirop dessus. Pour toutes les règles, c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Quand vous montez les blancs et que vous versez votre sirop, qu'est-ce qui se passe ? Le sirop enrobe les blancs, mais ne les incorpore pas. Parce que les blancs sont montés, donc ça fait comme un enrobage. Quand on met sur des blancs mousseux, le sirop et les blancs sont fusionnés ensemble et on monte l'ensemble, ce qui donne des meringues plus légères
et qui ne remouillent pas après. Des fois, vous avez peut-être vu des mousses de fruits faites à base de meringue qui vont remouiller, etc. C'est à cause de ça. C'est que vous avez fait une meringue italienne avec un sirop qui a été versé sur des blancs montés. Donc jamais versé sur des blancs montés. Donc là, j'arrive à une belle ébullition. Je vais commencer à faire tourner, donc vous voyez ce que je vous disais, tranquillement, pas trop vite. Là, j'ai l'ébullition, je verse sur mes blancs. Et j'accélère un petit peu et maintenant, je laisse monter ma meringue. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Glucose bouillant. Voilà. Donc, si j'avais voulu mettre une température, je vous l'aurais dit. Là, c'est simplement... on n'est pas sur de l'eau avec du sucre. On est sur un glucose, donc qui est pur. Donc, j'ai plus qu'à le verser dessus puisqu'il est bouillant. Pas besoin de monter à 121, il n'y a aucun intérêt. Pareil, quand on fait tourner une meringue, une crème, etc., on ne met jamais un batteur à fond. On est toujours en vitesse moyenne. Si on est trop rapide, qu'est-ce qui se passe? Ces molécules se déstructurent et on n'a pas quelque chose de lié.
Thank